Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros spéciaux de cette émission qu'on tourne ici chez nous à CPL Télévision. Il a fait de voir et raconter son travail. Il parcourt le monde avec son carnet, son stylo, mais son microphone également pour raconter ce qu'il voit un peu partout. C'est un des spécialistes de l'Afrique et aussi de la République démocratique du Congo. Ce soir, j'ai donc le réel plaisir de recevoir pour vous, pour parler de ce qui se passe dans ce pays-là, un autre regard à partir de Bruxelles, ici en Belgique. L'invité de ce soir est donc Monsieur Hubert Leclerc. Monsieur Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. C'est normal, c'est gentil, merci. Merci d'inaugurer donc cette série d'émissions qu'on voudrait donc proposer à nos téléspectateurs et aux Congolais. Vous êtes journaliste, vous drainez derrière vous une carrière de dizaines d'années. Malheureusement. Heureusement. Malheureusement. Vous signez aujourd'hui chez La Libre Belgique. Hubert, c'est une grande signature, c'est un grand nom. Vous travaillez au département international et spécialiste en matière africaine, notamment le Grand Lac et le Congo. Bien sûr. Vous êtes un spécialiste du Congo. D'où vous vient votre amour pour ce pays que je crois que vous avez visité plusieurs fois? Oui, j'ai eu la chance de le visiter pas mal de fois, en effet, un petit peu partout dans le pays. C'est un coup de chance, en fait, à la base. On est à la fin des années 90, 90. C'est la chute du régime Mobutu. Et on ne se bouscule pas au portillon pour se rendre au Zaïre à l'époque, tout simplement parce qu'on sait quand on va partir, on ne sait pas quand on va revenir. Moi, je suis à l'époque. Il y avait des problèmes des desserts. C'était assez chaud, donc on partait avec la défense nationale, et donc on ne savait pas quand on allait rentrer. Il y avait pas d'avion, il y avait plus d'avion, donc c'était l'AFDL qui arrivait. Le pays n'était pas desservi. Hein. C'était vraiment la crise à ce moment-là, quoi. Donc et donc voilà, et donc je suis jeune journaliste à l'époque. Et j'ai des envies, comme tout le monde, d'Afrique, et voilà, je vais me retrouver au Congo pour la première fois, et je vais découvrir puisque c'est la chute de Mobutu, c'est l'arrivée de FDL, c'est l'arrivée également d'une nouvelle génération politique, une génération politique qui est très marquée, en fait, par beaucoup de Belges, déjà à l'époque, de Congolais qui ont vécu en Belgique, qui ont étudié en Belgique, qui sont très jeunes. Qu'on appelait à l'époque Belgicains chez nous au Congo. Absolument. Absolument. Et qui sont à peine plus âgés que moi, quand ils sont plus âgés que moi. Et donc, je vais rencontrer, grosso modo, des gens avec lesquels j'aurais pu faire mes études, avec lesquels j'aurais pu grandir ici en Belgique. Et c'est comme ça que les liens vont se tisser assez rapidement. Et puis, je dirais qu'il y a un lien presque inévitable. Si vous êtes belge, si vous aimez l'Afrique, vous ne pouvez qu'aimer le Congo, quoi, parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, dès que vous sortez de l'avion, que vous avez cette touffeur, je dirais, qui vous agresse, vous êtes bien, parce que vous savez qu'il y a quelque chose en tout cas, en tant que journaliste, vous savez qu'il va y avoir quelque chose à raconter au Congo. Qu'il va y avoir des histoires, jamais, ça ne manque jamais. Il y a une chaleur humaine qui est assez incroyable. Et donc voilà, et donc c'est quelque chose qui va me passionner, je vais m'accrocher à ça. C'est donc le hasard qui vous amène au Congo d'une certaine manière. La première fois, c'est le hasard, et puis tout va se précipiter. Mais l'impression que vous avez, j'étais en train de lire un livre d'une consoeur ici, Colette Brackman, avant d'entrer, le petit bouquin qu'il venait à peine de publier à Kinshasa aller-retour. Elle dit plutôt, elle, que c'est l'histoire de Lumumba qui l'amène au Congo, mais quand elle arrive au Congo, l'impression, c'est le chaos, c'est les désordres qui les... Vous, quelle impression vous laisse le Congo quand vous arrivez pour la première fois? Alors que je réponds, le chaos, il est là. Hein, le désordre, il est là. Quand vous sortez pour la première fois de Ndjili, que vous essayez d'aller vers la Gombe, Limete, et ainsi de suite, vous vous rendez compte que ça va pas toujours être simple, quoi. Voilà. Mais de nouveau, il y a quelque chose qui fait que ça vous prend aux tripes. Le Congo vous prend aux tripes. En tout cas, moi, ça m'a pris aux tripes. Et puis après 94, 95, 96, 97, et puis il va y avoir évidemment le MZE, et puis il va y avoir aussi en Belgique quelqu'un qui va reprendre en main les affaires étrangères et qui va reprendre en main les relations entre le Congo et la Belgique, qui est Louis Michel, qui va jouer un rôle important, qui va, à partir de 99, quand il devient ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est 99, qu'il devient ministre des Affaires étrangères, là, on va retisser des liens assez forts, il va s'impliquer là-dedans, et il a l'habitude aussi de faire venir des journalistes. On sait que s'il va sur place, il va se passer quelque chose. Donc même s'il n'invite pas des journalistes, vous savez que ça vaut la peine d'aller sur place. Et donc, 99, 2000, 2001, 2002, 2001 avec ce que l'on sait, la disparition du MZE, l'arrivée de Joseph Kabila, puis 2006, les premières élections. Donc, il y a toujours quelque chose à raconter, et il se fait qu'il y a toujours un goût pour le Congo en Belgique. Vous disiez que j'étais spécialiste de l'Afrique, c'est vrai, mais vous savez comme moi qu'il y a, en tout cas pour les Belges, il y a Afrique et Afrique,
et que l'Afrique des Belges, c'est essentiellement comme l'Afrique centrale, Ouais. Kinshasa et les Grands Lacs. Donc voilà, et donc, voilà, le lien, il est là. Et vous tissez une sorte de toile d'araignée. Vous couvrez à l'époque déjà Kabila le père, Kabila les fils et Kabila Ipar. Mais non, vous êtes actif. Mais la dernière fois que vous avez été au Congo, c'était quand? Alors, quel Congo? Je parle du Congo. La dernière fois que vous avez été à Kinshasa, à la République ok. démocratique du Congo. La dernière fois que je suis allé à Kinshasa, c'était en 2022, parce que depuis 2019, j'ai quelques difficultés pour obtenir des visas. C'est d'ailleurs pour ça que je pose la question, parce que je voulais un peu qu'on en parle. On sait que vous avez quelques difficultés avec le pouvoir de M. Tshisekedi. On va essayer de gratter un peu dessus. Mais en préparant cette émission, certaines personnes que je contacte pour essayer de vous connaître un peu, on vous accuse d'être un journaliste, mais très partisan, très proche de l'opposition. Vous avez été très proche de Tshisekedi. Je parle de la famille Tshisekedi, on va en parler peut-être un peu. Quand ils étaient dans l'opposition, on dit de vous que vous êtes à la solde de Moïse Katumbi, très très proche de Moïse Katumbi. Le pouvoir de Kinshasa vous accuse d'avoir perdu la neutralité et l'objectivité journalistique. Vous répondez comment à ce qu'il dit ça? Alors, l'avantage que j'ai, c'est que depuis que je traite du Congo, je dirais que c'est les mêmes critiques que j'ai. Donc, sous Kabila, on me disait tu roules pour Fayoulou, pour Tshisekedi, pour Katumbi, et ainsi de suite. Et quand Tshisekedi arrive au pouvoir, on me dit tu roules pour Fayoulou, pour Katumbi, et ainsi de suite. En fait, mon problème à moi, c'est que le Congo ne tourne pas rond. Donc, si je suis journaliste, si je veux expliquer ce que je vois, ce que je peux analyser de la situation politique, économique, sociale, humaine au Congo, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, je parle de 2001 parce que c'est l'arrivée de Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit une grande réussite. Donc, évidemment, je suis critique par rapport au pouvoir. J'ai été très critique par rapport au pouvoir de Kabila pendant 17 ans. J'ai été hyper critique par rapport à un type comme Corneille Nangaa quand il était à la tête de la CENI. Parce que j'estimais, ce que j'analysais, ce que je voyais sur son mode de fonctionnement, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. Arrive un nouveau pouvoir avec M. Tshisekedi, ça va pas mieux. Est-ce que la situation du Congolais s'est améliorée depuis 2001? Non, je pense pas. Je connais personnellement pas mal de Congolais, je connais dans leur quotidien, que j'accompagne. Je peux vous dire que si vous sortez de la République de la Gambie, ça rigole pas tous les jours. Donc vous n'êtes pas un catombiste, vous n'êtes pas un journaliste d'opposition comme on tente de vous faire passer aujourd'hui. Je suis d'opposition parce que la majorité ne fonctionne pas bien. Ok. Donc voilà, donc moi je suis critique par rapport au pouvoir qui ne fait pas ce pourquoi il a été élu. Je veux dire, quand on me dit qu'on va créer 10 millions d'emplois ou 3 millions d'emplois, que ça va devenir l'Allemagne de l'Afrique, si vous le faites, mais j'applaudis des deux mains, je vous accompagnerai. Mais si c'est pour aller taper dans la caisse, si c'est pour faire en sorte que les opposants politiques se retrouvent en exil, que les journalistes soient molestés, n'est-ce pas? Donc, forcément, je vais avoir des problèmes avec ce régime-là. Ça, c'est inévitable. Et oui, alors du coup, c'est Fayoulou. Je peux vous sortir des lettres en 2019, là où se passe la rupture avec Félix Tshisekedi, c'est quand on révèle qu'en fait les diplômes avec lesquels il s'est présenté à la CENI sont des faux. C'est vous qui écrivez d'ailleurs cet article. D'abord, vous commencez par Maman a dit, ça c'est aussi vous, un article où vous parlez de la maman de Tshisekedi. Mais c'était votre ami, d'après les informations. Vous avez été proche de sa belle-sœur Kibasa, qui vous a d'ailleurs traîné plusieurs fois en justice ici. On dit même que l'interview que sa maman fait pour réclamer le retour, le rapatriement du corps de son mari, c'est vous les chargés de communication de Tshisekedi. C'est vous qui concevez un peu, qui montez tout ça pour que Maman Marthe Kessalou, veuve de Etienne Tshisekedi, fasse cette interview-là. Vous mangez avec eux, vous buviez avec eux. Quand est-ce que ça s'est gâté? Alors, on va remettre les choses au point. Donc, je ne mangeais pas avec eux, je ne buvais pas avec eux. J'ai vu Félix Tshisekedi à partir de Genneval, quand la famille Tshisekedi revient sur l'avant-centre de l'avant de la CED. Okay. Donc, à ce moment-là, je rencontre Félix Tshisekedi. Je ne le connais pas ici. Il devient donc un opposant comme les Bemba, les Fayoulou, comment s'appelle-t-il, Antipas Moussa Nyamwezi. Enfin, voilà, vous vous souvenez de ce grand parterre d'opposants qui se trouve ici. On est en 2016 et mes souvenirs sont bons à Genneval. Donc c'est à partir de là que je vais commencer à le rencontrer. On va se voir à quelques reprises, on va discuter. Il a son QG, entre guillemets, dans le centre de Bruxelles, où on va prendre de temps en temps un verre pour discuter. Et moi, mon boulot, c'est
mon boulot, c'est de rencontrer un maximum de gens. Si je peux rencontrer des gens de la majorité, je rencontre des gens de la majorité avec lesquels je parle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je rencontre des gens de l'opposition pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Mon boulot, c'est de parler à tout le monde. Et c'est ce que j'essaie encore de faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc, ça se gâte quand, à ce moment-là? Ça se gâte quand, à partir du 11 novembre 2018, donc c'est-à-dire... Dépôt des candidatures à la commission électorale. Non, le 11 novembre, c'est la décision du candidat unique, qui est Martin Fayoulou. Okay. Et donc le lendemain, vous savez que Tshisekedi reprend sa signature, Kamere reprend sa signature, et à partir de là, il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment, dans cette opposition qui se fracture. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, tous ces gens étaient à Genève lorsque la décision se prend. Tshisekedi était à Genève, Kamere était à Genève. Tous ont dit oui pour ce partage, entre guillemets, de pouvoir pour mettre en avant Fayoulou. Ça s'est passé de manière hyper démocratique. Et donc, au lendemain, ils retirent leur signature. Je fais un article en disant, c'est quand même très surprenant. Je vais essayer de les appeler, ils ne vont pas répondre. Donc, je fais une analyse de la situation. Et puis, il va y avoir une conférence de presse ici en Belgique avec tous les autres opposants, donc les Bemba, Mboussa et ainsi de suite ici. Et je vais faire un article en disant, OK, ces gens sont partis, Kamere et Tshisekedi, ils ont lancé leur cash à partir du Kenya. Mais sincèrement, quand vous connaissez la sociologie du Congo, ils n'ont aucune chance. Pourquoi? Parce que vous avez, d'un côté, vous avez Katumbi qui va amener son lot de voix, vous avez Mboussa qui va amener son lot de voix, vous avez Mbemba qui va amener son lot de voix, vous avez Fayoulou qui va amener son lot de voix, vous avez le G7 qui existe encore plus ou moins à l'époque, avec quand même des pointures qui vont aussi amener leur voix. Donc, sincèrement, Tshisekedi, si on regarde sociologiquement ce que se devraient donner ces élections, vous savez très bien que Tshisekedi ne peut pas dépasser les 14, 15, 16% des voix tout au plus. Donc voilà, je vais suivre ce scrutin. J'ai des contacts avec toutes les personnes qui soient de la CENI, qui soient de la SENCO. On suit le décompte et on sait très bien qui a gagné ce scrutin. On sait très bien que c'est Fayoulou qui a gagné ce scrutin. Bien avant d'arriver à ce scrutin, vous faites quand même une bombe quand vous sortez l'article de son faux diplôme. Ça, c'est après. OK. Donc, c'est après. Donc, ça se passe et depuis le mois de septembre, je pense, on m'a dit il avait présenté des faux diplômes à la CENI. C'est des gens de la CENI qui m'avaient communiqué ça. J'ai pas de preuves. Donc, je vais aller rechercher ces fameux diplômes qui ont été postés sur les réseaux sociaux à l'époque, parce que lui avait fait des interviews, il avait donné ses diplômes. Et sur base de ça, je vois quelle est l'école, je vois quels sont les titres qu'il a. Et donc, on va faire les démarches d'aller voir la communauté française, d'aller voir ces écoles où on ne dispense pas les cours. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu marketing, parce qu'il disait qu'il avait un diplôme c'était quoi? À l'Institut supérieur de commerce de Bruxelles. C'est exactement ça. Mais les cours qu'il prétend... Marketing et information. Ben, en tout cas, ces cours n'ont jamais été donnés dans ces institutions-là. Donc, il ne peut pas avoir ces diplômes-là. Donc, on va mettre un certain nombre de jours, alors qu'on a la preuve irréfutable. Les cours ne sont pas donnés dans cette école, et lui prétend avoir des diplômes de cette école, de cours qui ne sont pas donnés dans cette école, d'accord? Donc, on va finalement obtenir une réponse en disant « Non, nous n'avons pas décerné ce diplôme ». On ne va pas dire c'est un faux, donc la communauté française ne va jamais dire c'est un faux, mais elle va dire « Nous n'avons jamais décerné ce diplôme ». Si vous n'avez pas décerné ce diplôme existe, c'est un faux, d'accord? On peut tourner en conjecture, ça. Voilà, mais c'est un faux. Et donc, on va sortir ça, mais ça se passe ça quelques jours avant qu'il ne prête serment. Et là, forcément, c'est la rupture. C'est la rupture entre... Oui, c'est la rupture, mais ce n'est qu'une gradation par rapport à, je dirais, le 12 novembre 2018, quoi. Les Congolais vous regardent. Là, il n'y a pas de débat. Donc, Tshisekedi a présenté un faux diplôme. Il n'a jamais étudié ici en Belgique. Hein, ça, c'est clair. Vous le confirmez. Bien sûr. Les diplômes qu'il a présentés pour être président de la République, c'est un vrai faussaire. Ça n'a jamais existé. Le diplôme est un faux. D'accord. Les choses doivent être claires. Donc, aujourd'hui, c'est une rupture. Et avec lui, et avec son pouvoir, et avec Kinshasa, vous ne mettez plus les pieds là-bas, c'est terminé, quoi. Mais j'ai essayé vous êtes interdit, ou vous avez peur, ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai introduit 3 demandes de visa. Pour vous rendre au Congo? Pour me rendre au Congo entre 2019 et 2021. Vous savez comment ça se passe, vous allez à l'ambassade, vous déposez votre passeport, vous versez, à ce moment-là, c'était 90 € pour demander. Après, si vous êtes journaliste, vous avez encore la chance de payer 500 ou 1000 $ en plus. Et revenez la semaine prochaine et vous aurez votre stamp, votre visa. Et donc, je me représente la semaine suivante. On me dit, il n'y a pas. Je me représente 3 jours après, il n'y a pas.
Donc, j'ai une rencontre avec l'ambassadeur qui me dit « On a un problème, vous n'aurez pas votre visa. » On ne me dira jamais « Vous n'êtes interdit de Congo », mais je n'ai jamais reçu le visa. Vous voyez, c'est comme le diplôme, on ne me dira jamais que c'est un faux, mais on me dira qu'on n'a jamais décerné ce diplôme-là. Donc, c'est un faux, donc je ne suis en tout cas pas le bienvenu à l'époque. Donc, je vais introduire 3 demandes et j'aurai toujours un non. En 2022, il y a la visite du roi de Belgique. La rédaction a la gentillesse de me mettre comme... Je ne suis pas évidemment je ne suis pas les visites royales en temps normal, mais comme c'est au Congo que c'est un sujet un peu particulier, le spécialiste du Congo accompagnera le roi pour la rédaction. Et c'est comme ça que la rédaction va m'inviter, va me dire, on t'a mis sur la liste royale. La délégation royale. Et là, évidemment, on va pas pouvoir me refuser le visa, parce que sinon, il fallait aller s'expliquer auprès du palais royal. Donc là, c'est la seule et unique fois où j'ai pu aller au Congo depuis 2010. Que le président Tshisekedi est président. Voilà. Donc, après, pour être tout à fait honnête, après 2022, je n'ai plus essayé d'obtenir, donc on ne vienne pas me dire « Ouais, mais non, mais pas ». Je n'ai plus essayé. Vous ne rêvez pas, vous savez que ça n'aboutira probablement pas. Hein. Écoutez, vous savez qu'un de vos avocats qui défendait une cause noble à l'époque a demandé aussi pour avoir son visa, et on lui a dit aussi « Non, vous ne l'aurez pas ». Donc voilà, donc c'est une manière aussi de nous empêcher, entre guillemets, de travailler. On va pas faire une émission réservée à Tshisekedi. Hein. C'était juste des questions pour qu'on comprenne, qu'on cerne un peu. J'ai dit au départ qu'on vous accuse d'être un journaliste d'opposition, vous vous êtes défendu, vous avez donné vos arguments. Vous avez fait pareil avec Kabila. Je me rappelle que vous n'étiez pas tendre avec Kabila parce que là aussi il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai lu vos articles contre Nanga lorsque il disait que les machines se sont brûlées, vous avez démontré que c'était faux, il n'y avait même pas la moindre trace de quoi que ce soit. Vous n'avez donc pas été tendre avec Kabila, vous l'êtes encore moins avec Tshisekedi aussi, mais avec Kabila apparemment vous n'avez pas subi autant de répressions. Vous avez fait ce travail de jeunesse avec Kabila. Vous le faites avec Tshisekedi. Si on vous demandait de faire une différence entre les deux, de comparer les deux hommes, ça sera quoi votre réponse? La réponse, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pratiquement plus aucun contact avec le pouvoir de Kinshasa. Alors que du temps de Kabila, même si on était à couteau tiré, même si je sais qu'il n'aimait pas les articles que je faisais, j'avais des contacts très réguliers avec les gens avec lesquels il travaillait. J'avais des contacts très réguliers avec l'ambassade ici, que ce soit avec notre ami Henri Mova quand il était ambassadeur. C'était parfois très conflictuel, mais on avait des contacts. Ici, je ne les ai pas. Et je regrette évidemment, quoi. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a tiré un trait, tout simplement. Il n'y a plus de relations. Voilà. J'ai encore des relations avec l'un ou l'autre ministre de manière tout à fait informelle. Je sais que je peux les appeler, j'aurai des nouvelles. Mouyaya, le ministre de la Communication, si je l'appelle, je sais qu'il va me répondre. Donc, mais voilà. Donc, mais je peux dire que j'ai 3 ministres avec lesquels j'ai encore des relations aujourd'hui. C'est l'intolérance. Donc, c'est un peu la différence. À l'époque, malgré vos divergences avec Kabila, il vous acceptait, mais ici, c'est le blackout total, quoi. C'est l'intolérance. Oui, c'est parce que eux pensent que, m'ont accolé cette étiquette de journaliste de l'opposition, avec lequel je suppose on peut pas discuter. Mais je peux pas faire ce qui se passe dans leur tête, je n'en sais rien. Donc moi je vous dis simplement, depuis 2019, je suis allé une fois à Kinshasa, parce que c'était en 2022 avec la visite royale, et c'est la seule visite que j'ai pu faire au Congo à ce moment-là, quoi. Hubert Leclerc, vous êtes un spécialiste du Congo et notamment des Grands Lacs. Vous savez qu'à l'heure où on parle, le Congo est frappé par une guerre. Ça fait quand même plusieurs années que ça dure, avec la présence de l'FCM23 dans la région de l'Est de la République. Mais lorsque Tshisekedi en parle, il dit que c'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, vous allez nous dire, vous connaissez la région. C'est quoi les problèmes de cette guerre de l'Est de la République, vous qui suivez la situation? Pourquoi cette résurgence de cette guerre à temps et à contre-temps et à tout moment? Alors, il a raison sur le fait que c'est une guerre de 30 ans. Ça, c'est même minimum 30 ans, c'est même au-delà. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a jamais, et ça, on peut reprocher la même chose déjà du temps du maréchal, du temps de Kabila père et fils, ou du temps de Tshisekedi, on n'a jamais essayé d'apporter une vraie solution à la crise au Congo, dans l'Est du Congo. Ça a toujours été le plus facile, a toujours été de stigmatiser une communauté pour expliquer ce qui n'allait pas dans la région de l'Est. Donc on dit, c'est les Rwandais, c'est les Rwandophones, c'est les Tutsis, c'est pour ça que c'est ingérable. Et par contre, depuis
bien plus de 30 ans, cette région, qui est une région richissime, on le sait aujourd'hui, n'a jamais été développée. Les seules régions dans lesquelles on amène de l'électricité pour faire tourner le business, je dirais, c'est le Katanga. L'Est, il n'y a rien. Et la problématique, c'est quoi? C'est que vous avez des richesses à l'Est, où vous êtes très très loin des endroits où vous pouvez sortir, parce que là, c'est tout à fait enclavé. Et par contre, vous avez des pays, un pays essentiellement, enfin, si vous regardez l'Ouganda, c'est aussi la même chose pour l'or, où on peut faire passer très facilement des minerais qui sont produits pas très loin de la frontière. Les gens sont très accueillants, et vous avez, de ce côté-là de la frontière, vous avez de l'électricité, vous avez des voies de communication, vous êtes bien accueillis. Donc, vous avez un microcosme qui est là pour faire en sorte que les minerais, par exemple, sortent non pas vers l'ouest, non pas vers le nord, mais vers l'est. C'est la voie naturelle. Et on n'a jamais donné les moyens à cette région de se développer. Si vous développez convenablement les Kivu, si vous leur donnez les moyens et les capacités de produire, de concasser la matière première, de la transformer, forcément, tout va se passer là. C'est le sous-développement qui explique Évidemment. Ces trentaines d'années de guerre pour vous? Mais c'est quand même beaucoup plus facile. Quand vous avez ce que vous appelez en effet le sous-développement, que vous n'avez pas de structure étatique, pour reprendre l'expression de Louis Michel, que vous n'avez pas d'État dans la région, que vous avez des groupes militaires qui savent qu'ils peuvent, des milices, qui savent qu'elles peuvent venir se servir, s'enrichir dans les mines. Vous avez des tas de petits seigneurs locaux, l'armée ne fait rien, ou tout au plus pactise avec eux. Il n'y a aucun système qui est là pour les contrôler. Le business se fait... c'est la loi du plus fort, en fait, c'est la jungle dans cette région-là. Et après, on va s'étonner que les choses ne vont pas comme elles devraient l'être. Donc, je faisais référence à une interview de Louis Michel récente, où il parle du fait qu'il n'y a pas d'État au Congo. Là, c'est quand même la preuve que là, il n'y a pas d'État au Congo. Ces régions ne sont pas gérées. Quand vous mettez un potentat à la tête d'une province comme celle-là, vous savez que le gars va s'enrichir, mais il ne va rien faire pour développer ces régions. Je prends toujours l'exemple pour la Belgique, si vous connaissez un peu la Belgique, vous avez une richesse qui se trouve juste à la frontière luxembourgeoise et vous demandez de l'exporter vers le port d'Anvers. Mais vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité ou quoi que ce soit. Baston. Parlons ou à Bastogne, vous connaissez bien. Donc, est-ce que vous allez prendre le risque de faire 300, 400 km, et encore bien plus au Congo, parce que là, vous risquez de faire des milliers de kilomètres, pour aller essayer de sortir ces matières premières, sachant donc de nouveau qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il y a des risques d'attaque et ainsi de suite, alors que juste de l'autre côté de la frontière, vous avez toutes les capacités et vous devez être de nouveau bien accueillis. Donc, je dirais que la problématique de cette région, c'est simplement son manque de développement, son manque de modernisation, l'absence de l'État. Non, mais quand le Congolais eux-mêmes, le président Tshisekedi l'a répété plusieurs fois, que c'est le Rwanda qui est responsable de ça, le Rwanda qui lorne sur les richesses du Congo, le Rwanda qui s'est construit sur les richesses du Congo, vous dites, laissez le Rwanda tranquille, c'est vous les Congolais, vous êtes responsables de ce qui vous arrive, c'est votre manque de développement de chez vous et des gouvernants chez vous, c'est ça la réponse que vous donnez? Si vous ne développez pas votre pays, qui va venir le faire à votre place? Les Américains? Non, je ne pense pas qu'ils vont venir le faire à votre place. Ce problème de manque de développement, c'est quand même pas le problème du Rwanda, c'est pas le Rwanda, c'est pas Kagame qui vous dit ne développez pas cette région-là. C'est évident. Donc, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité, elle est où? La responsabilité, elle est dans le chef des Congolais. Quand Tshisekedi dit ce petit pays va pas m'embêter longtemps à la moindre escarmouche, dans l'absolu, il a raison. Quand vous regardez la taille du pays et quand vous regardez la puissance potentielle du Congo, il y a pas photo, évidemment. Donc, ce n'est pas ce petit pays-là qui peut déstabiliser le Congo, mais ce n'est pas non plus ce petit pays-là qui va venir développer le Congo. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, le Rwanda est très content que ça ne se développe pas au Congo. Puisqu'évidemment, tout va continuer à venir chez lui. Ça, c'est vrai. C'est pas lui qui tire le ficelle. Parce que le Congo dit que c'est pas nous, c'est les Rwandais qui sont à la base des sécurités et du désordre qu'il y a chez nous. Mais qui doit développer le Congo si ce n'est les Congolais? Si vous développez le Congo, si vous faites en sorte que les Congolais, les 100, 110, 120 millions de Congolais puissent bien vivre. Et si le Rwanda nous empêche de les faire dans l'Est de la République? C'est ça l'accusation de M. Tshisekedi. C'est pas nous, c'est le Rwanda. Il dit que c'est Hitler, c'est lui qui tue, c'est lui qui pille chez nous, c'est lui qui nous empêche de nous organiser, notamment dans cette partie dans l'Est. C'est lui qui pille. Et le fruit de ces pillages lui permet justement de construire chez lui. Mais, de nouveau, je me répète, je veux dire, ce n'est pas un problème du Rwanda,
si le Congo n'est pas développé. Si vous décidez d'avoir un véritable État, que vous dites que nos frontières c'est ça, et qu'à l'intérieur de nos frontières c'est nous qui devons gérer, c'est nous qui devons développer, c'est nous qui devons investir, c'est nous qui devons faire en sorte que les investisseurs viennent, vous allez développer ce pays. Les richesses, elles sont chez vous. Pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on aille naturellement ailleurs si tout se fasse bien chez vous? Il n'y a aucune raison. Donc, franchement, on peut stigmatiser le Rwanda, et sincèrement, on pourrait également stigmatiser, regardez ce qui se passe à l'Ituri, on pourrait exactement stigmatiser de la même manière l'Ouganda. Ça ne se fait pas. Ça, il faudra m'expliquer pourquoi aussi. Mais donc, on stigmatise un petit pays qui n'a pas les moyens d'empêcher ce développement. Imaginons même qu'il cherche un petit peu à déstabiliser la région et qu'ils puissent le faire. Mais si vous avez la taille, si vous avez une armée, si vous avez une justice, si vous avez des lois que vous respectez, si vous avez un cadre légal, si vous avez de nouveau un État, jamais ça ne peut se produire. Regardez la Belgique, on est tout petit. On pourrait très bien imaginer que l'Allemagne vienne chercher, je ne sais pas ce qu'on pourrait leur offrir, que la France vienne chercher. Alors vous allez me dire, aujourd'hui on a l'Union européenne, mais même avant on n'avait pas ce problème-là. Un État, c'est un État. Les gens qui dirigent cet État sont responsables du développement de cet État. Point barre. Et tant que vous ne ferez pas ça, vous serez à la merci de toutes ces milices, peut-être de l'appétit des voisins ou quoi que ce soit. Mais la responsabilité, elle incombe aux Congolais. J'ouvre une parenthèse qu'on va peut-être très vite refermer. Vous avez évoqué la question des Banyamulenge. Vous êtes un spécialiste de ce coin-là. Est-ce que vous estimez que les Banyamulenge, sont des Congolais? Parce qu'il y a un débat. Fayoulou, d'ailleurs, n'arrête pas de dire que les Kinyarwanda, ce n'est pas une langue congolaise, que les Tutsis au Congo n'existent pas. Quand à son niveau, Fayoulou l'a dit, c'est quand même une mastodonte de la classe politique congolaise. Il y en a aussi derrière lui une idéologie comme ça au Congo, où les Congolais, certains disent que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, il n'y a jamais eu des Tutsis congolais, et que c'est eux qui sont responsables un peu de manière sourdine, qui tirent le ficelle de tout ça. Est-ce que vous, en regardant la caméra aujourd'hui, vous pouvez nous dire, selon vous, les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Est-ce qu'il y a-t-il des Tutsis congolais et des rwandophones congolais? Je pense que la question ne se pose même pas. Quand on va diviser l'Afrique au fameux congrès de Berlin, on ne va pas regarder où sont les ethnies, on va tracer des frontières. La plus belle frontière, c'est la frontière du Mali, qui est une frontière d'une rectiligne extraordinaire. Donc les puissances européennes vont aller chercher les frontières qui les arrangent bien. Et donc, on va tracer une frontière en l'Est, sans tenir compte, évidemment, de la présence de telle ethnie, ou de telle autre ethnie, ou de tel autre royaume, que sais-je. Les Occidentaux, les Européens et les Belges, dans ce cas-ci, vont tracer leurs frontières, point barre. Et on sait très bien, parce que c'est documenté, qu'au XIXe siècle, déjà, du côté de Minembwe, par exemple, ou un peu partout ailleurs, le long de la frontière des Grands Lacs, vous avez des Tutsis, qui sont des Banyamulenge, vous les appelez comme vous voulez, que vous avez des Tutsis, que ce sont des gens qui parlent le Kinyarwanda, donc ce sont des rwandophones, et ils sont là, historiquement, ils sont là, on le sait bien. Et petite anecdote, c'est que donc on a failli, sur ce fameux tracé des frontières, je ne dirais pas qu'on l'a fait en mouillant son pouce et en regardant d'où vient le vent, mais souvenez-vous qu'on est quand même à la fin de la deuxième partie du 19e siècle, on n'a pas de GPS, on n'a pas de satellite, et donc on va tracer les frontières comme ça. Et on est à 2 doigts, au début du XXe siècle, d'avoir une guerre entre l'Allemagne et la Belgique dans l'est du Congo, parce qu'on va se rendre compte que la frontière qui passe au milieu du lac, en fait, le lac a été mal placé sur les cartes, pour vous dire à quel point ça a été fait de manière fine et intelligente. Donc on ne sait pas exactement à ce moment-là où sont exactement les ethnies, on ne sait même pas exactement où passe la frontière. Et donc, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que c'est pas que c'était improvisé, mais c'était tracé par des gens qui ne connaissaient pas ou qui ne voulaient pas connaître la réalité du terrain. Et donc, il y a en effet des Tutsis de part et d'autre de la frontière. C'est un faux débat. Donc, les Tutsis congolais existent et les Banyamulenge sont bel et bien des Congolais, quoi. Évidemment. Et c'est une, je dirais, c'est une tactique communicationnelle qui a été, sur laquelle on a bien insisté Kinshasa depuis un certain temps pour stigmatiser une région, un peuple, mais évidemment qu'il y a des rwandophones au Congo. Je vous ai suivi dans un débat ici, je crois que c'était à la RTBF, vous expliquiez que ces rwandophones Tutsis qui sont congolais, qui devaient donc être chez eux au Congo, sont aujourd'hui victimes d'une certaine stigmatisation. Est-ce que vous pensez que ces Congolais-là ont un problème dans leur propre pays aujourd'hui? Ah oui, clairement. Clairement. Et je répète, c'était sur LN24, et je répète ce que j'ai dit. En effet, il y a une stigmatisation.
Quand vous entendez le discours à Kinshasa, clairement, tous ceux qui parlent le rwandais, tous les rwandophones, tous ceux qui ont une typologie, puisqu'on est dans du racisme, tous ceux qui ont une typologie Banyamulenge Tutsi, sont considérés comme des Rwandais, sont considérés comme des agresseurs. Vous savez comme moi qu'il y a déjà eu des mouvements, même sur Kinshasa, il y a eu des mouvements de chasse à l'homme, notamment par le Front du Progrès Social, où on cherchait... Les forces du progrès, tout ça. Les forces du progrès, voilà. Où on cherchait, en grosso modo, tous ceux qui avaient la typologie Tutsi. Donc, c'est du racisme, c'est de la stigmatisation, c'est une manière aussi de rejeter le problème et d'accuser toujours ce petit voisin. Moi, j'en reviens toujours à ce que je vous ai dit. Vous avez un immense pays, vous avez 120 millions d'habitants potentiellement, vous avez de quoi faire vivre ces 120 millions, vous avez des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Si vous aviez un État, ce problème n'existerait pas. Et vous avez besoin de toutes ces ethnies ont toujours vécu, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des tensions, inévitablement, mais ça remonte au temps de Mathusalem ou à peu près. Mais depuis lors, on n'a jamais rien fait pour essayer de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, plutôt que d'essayer de trouver une solution, on stigmatise cette population. Et puis vous allez me dire que ça ne va pas. Ben évidemment que ça ne va pas. Dans la même émission, vous parlant du M23, vous dites que ces problèmes de stigmatisation des Banyamulenge et des Tutsis congolais seraient entre autres à la base de la création de l'FCM23. Alors que Kinshasa dit que il s'agit plutôt d'un montage du Rwanda, que l'FCM23, on les appelle comme ça les supplétifs de l'armée rwandaise. Alors que du côté de l'FCM23, il y en a aussi quelques partisans. Je vais citer Franck Diongo que je vois ici. Lui dit que c'est pas des rebelles, c'est des révolutionnaires qui font une lutte sur base de l'article 64. Qui a raison dans tout ça? Est-ce que pour vous, l'FCM23 est une création pour protéger les Banyamulenge, comme je vous ai entendu dire quelque part? Est-ce que c'est une création, un montage, un supplétif du Rwanda qui veut pérenniser sa présence à la tête de ces coins de la République, ou c'est plutôt des révolutionnaires qui sont là pour lutter contre la tyrannie et la dictature de Tshisekedi? Écoutez, moi ce que je sais, sincèrement, je suis encore allé récemment du côté de Goma, je suis allé du côté d'Ouvira, je suis allé du côté de Bukavu, j'ai discuté avec les gens, cette problématique, de nouveau, elle n'a même pas lieu d'être. Donc, c'est pas que ce soit des supplétifs des uns ou des autres. Cette réalité, elle est là. Je veux dire, cette stigmatisation, elle est là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les hauts plateaux de Minembwe. Il y a des attaques quasi quotidiennes. On vient bombarder ces gens qui sont des éleveurs, des pasteurs, qui demandent rien à personne. Eux, ils vivaient bien. Et on vient les embêter là, d'une manière tout à fait insupportable. Et je répète ce que j'ai dit, c'est une forme claire de racisme. Et cette problématique, si vous mettez-vous autour d'une table, reconnaissez-leur le fait qu'ils sont congolais, parce qu'ils sont installés là depuis des générations et des générations. Apaisez la chose, il y a suffisamment d'espace pour tout le monde dans ce pays. Ces gens vivaient bien jusqu'il y a peu. Laissez-les vivre, laissez-les se développer, permettez à tout le monde d'exister, et vous verrez que vous n'avez pas besoin de trouver un ennemi qui va justifier tous les maux du pays. De nouveau, je ne comprends pas qu'on puisse croire qu'un petit pays comme le Rwanda puisse déstabiliser un pays, ou même simplement une région comme le Kivu. Regardez la taille du Kivu ou des Kivu par rapport au Rwanda. Ça n'a pas de sens. Qu'on me dise que le Rwanda tire profit de cette situation, comme je l'ai dit, bien sûr, puisque évidemment, du coup, puisque je dirais que sans cet État, sans cette possibilité de développer, sans cette électricité, sans cette capacité de travailler, je dirais, et de produire et d'exporter, naturellement, les choses vont... Enfin, le Rwanda va en tirer profit, c'est clair. Mais de nouveau, regardez la balance commerciale de l'Ouganda ces 2 dernières années, regardez l'augmentation de production en or, je pense que c'est plus de 2000%. Cet or, il ne vient pas, de l'Ouganda. Oh. Cet or, il vient du Congo. Et donc, la problématique de cette instabilité, la problématique de ce fait de ne pas vouloir gérer ce pays, parce qu'on ne veut pas gérer ce pays. Peut-être qu'il faudrait réinventer une autre structure, peut-être que de gérer de Kinshasa, c'est trop loin. Ça, c'est autre chose. Mais tant que vous ne réglez pas ce problème, que vous n'avez pas un État, que vous n'avez pas une justice, que vous n'avez pas une armée, je me répète,
vous aurez ce genre de problème. Ah, vous dites gérer les Kinshasa, c'est loin. Vous serez partisan d'une balkanisation? Vous pensez que le Congo est trop gros pour être géré par les Congolais? Non. En disant ça, j'ai senti que vous alliez rebondir là-dessus. Non, mais c'est une question. Bien sûr. Vous dites gérer les Kinshasa, c'est loin. Vous avez raison, parce que c'est quand même à 2000 km, elle est là. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est trop grand pour que les Congolais les gèrent eux-mêmes? Est-ce que vous êtes un partisan d'une balkanisation du Congo? Est-ce qu'il faut pas séparer ces pays-là? Peut-être, c'est pas ce que vous voulez dire. Non, je pense, et je pense qu'on l'avait vu du temps de Mobutu, je pense qu'on l'a vu du temps de Kabila fils. Ces gens avaient réussi à recréer, je dirais, un esprit congolais. Et le Congo, pour moi, existe. C'est pas une construction artificielle ou quoi que ce soit. Le Congo existe, doit exister, peut exister, mais je pense que si on avait quelque chose qui soit un peu plus fédéral, avec des provinces qui ont vraiment une réelle autonomie, un petit peu comme les États-Unis d'Amérique, ça aurait peut-être plus de sens. Gérer depuis Kinshasa avec le personnel politique qu'on a aujourd'hui à Kinshasa, c'est très compliqué. On a un problème. Clairement, ça va pas. Donc la solution, c'est pas la balkanisation, c'est pas la division, c'est peut-être le fédéralisme. C'est peut-être le fédéralisme. Mais moi, je ne suis pas un politicien, donc ça, je laisserai le choix aux politiciens. Mais en tout cas, non, vraiment, ni balkanisation, ni pour reprendre une expression qu'a fait Flores il y a quelque temps, ni soudanisation, je ne le souhaite pas. Je pense que le Congo est vraiment un pays magnifique qui doit rester ce pays tel qu'il est aujourd'hui, mais qu'il faut peut-être revoir la manière de gérer la chose. Parlons un peu de Kabila, parce que vous parlez de la soudanisation, on reste dans cette région de l'Est de la République. Vous avez fait une dernière interview ici avec Kabila, c'est vous d'ailleurs qui l'avez interviewé pour la dernière fois, lorsqu'il a parlé de cette affaire de balkanisation. Avant d'entrer en profondeur, il y a déjà une polémique. Vous publiez l'interview un 23 mars, vous l'avez fait à Goma, contrôlé par le M23, qui veut dire mouvement du 23 mars. Kabila, sous sanction des États-Unis d'Amérique, parce qu'on dit de lui qu'il est patron de l'FCM23, c'était une simple coïncidence ou vous participiez, comme les Tshisekedistes aujourd'hui, à ces processus oppositionnels au Congo? On va tout remettre dans son contexte. Donc, quand Joseph Kabila quitte le pouvoir en 2019 et qu'il devient sénateur à vie, ancien président, malgré toutes les tensions que nous avons eues, j'ai envie de l'interviewer parce que ce qu'il a fait, c'est pas banal. En Afrique, c'est pas banal. On peut lui reprocher de ne pas avoir donné le pouvoir à celui qui a réellement gagné les élections, ça c'est clair, mais il a quand même passé et il est quand même parti. Il n'y a pas eu de guerre, c'est quand même suffisamment rare. Et donc, j'ai envie de rencontrer ce monsieur. Et vous savez comme moi que c'est très, très compliqué de lui parler. Et donc, pour la petite histoire, en 2021, j'apprends qu'il va recevoir un diplôme à Johannesburg. Et donc, je vais aller à Johannesburg. Je suis dans la salle où il va recevoir ce diplôme, où je suis, il peut pas me rater, je suis le seul blanc. Et il y a toute la famille qui est là, et tous les caciques du pouvoir, et je suis là. Et donc, on va se voir. À sa grande surprise de voir que je suis là, et il va m'accorder un entretien. Mais la première chose qu'il me dit, c'est pas une interview. Donc, ce qu'on se dit reste entre nous. Et donc, on va discuter pendant 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Donc, c'est un peu dire ça à un journaliste, c'est vous tapez la tête sur le mur pendant des mois. Mais voilà. En 2022, lorsque je retourne au Congo avec la visite royale, je vais aller dans sa ferme. À Kinshasa, là-bas? Non, à Lubumbashi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Kashamata. Voilà. Je vais aller à Kashamata. Parce qu'on est peu de temps après la réconciliation katangaise. Okay. Et donc, j'avais dit en boutade, je voudrais rencontrer le réconciliateur et les deux réconciliés. Donc, j'avais rencontré son Excellence Fulgence Mouteba, j'avais rencontré Katumbi et j'avais rencontré Kabila. Et donc, de nouveau, il me dit, on peut discuter, mais off. Et donc, là, je lui dis, écoutez, c'est la 2e fois que je viens en off. La 3e fois, il faudrait quand même que ce soit en on. Et donc, à ma grande surprise, même si je continue à appeler, harceler un petit peu ces gars depuis lors, en mars, début mars 2026, je reçois un message me disant « Si jamais vous êtes à Goma mercredi prochain, jeudi, vous avez l'interview de Joseph Kabila. » Je prends donc l'avion et je vais à Goma. Et je dois faire l'interview le jeudi, alors 23, 22, 21, 20, 19, le jeudi 19. Ok. Pour moi, je sors l'article à la base dans le journal du samedi 21. Pourquoi? Parce que je sais que ça va être minimum 2 pages. C'est ce qu'on appelle une lecture du week-end chez nous, c'est-à-dire le long papier, on a le temps de le lire. On a le temps de le lire tranquillement un week-end. Voilà. Et évidemment, je dirais presque
normalement, le 20 ou le 21, le 19, quand je dois avoir l'interview, ces deux émissaires, ces deux conseillers viennent me trouver à Goma et me disent « ça va être reporté d'un jour ». Donc le journal me demande « est-ce que tu es toujours prêt à le faire pour que ça paraisse le samedi ?» Je dis « écoute, je peux pas prendre le risque, puisqu'on m'a déjà décommandé le jeudi. Est-ce qu'on va me décommander ou pas le vendredi? Est-ce que ça va se faire en milieu de matinée? Est-ce que ça va se faire en début d'après-midi, en fin de journée? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas réserver. Donc ça, vous rentrez dans je dirais, le poteau-poteau de la création d'un journal papier. Donc, je ne peux pas réserver l'espace du journal. Et donc, je vais finalement le rencontrer vers 14-15 heures. L'interview va durer une bonne heure. Il va y avoir de nouveau une discussion après aussi d'une bonne heure. Puis je vais rentrer à Goma, je vais commencer à dérouler l'interview, vous voyez ce que c'est, donc on réécoute le tout, et puis on va remettre... Et je n'ai pas le temps matériel. Là, c'est le 20. Là, on est Le 20 ou le 21. Mais l'interview a été réalisée le 20. L'interview a été réalisée le 20 mars. Voilà, et donc je ne peux pas être prêt pour le 21. Et donc la première date utile, c'est le lundi. Mais ne me demandez pas à l'époque si c'est le lundi 23, 24, 25, je n'en sais rien. Pour moi, c'est le lundi. Donc, je vais faire l'article, je vais rédiger l'article le samedi, une bonne partie de la journée, je l'envoie au bureau, on le réceptionne, et on n'a pas de journal le dimanche. Il n'y a pas de journal papier le dimanche en Belgique. Donc, la première date utile, c'est le lundi. Et c'est le lundi 23, mais je n'en sais rien. Donc c'est un hasard, un pur hasard, ce n'est pas... Je vous assure, j'ai une chance sur 365 et ça tombe sur ce journal. Mais je vous assure que c'est ça, c'est quand je commence à recevoir des coups de fil à Goma, puisque, bon, un des leitmotifs était aussi de dire, vous ne dites pas que vous êtes ici, on fait tout, on veut pas que des gens arrivent ou quoi aux caisses, donc je suis, on va pas dire secrètement, mais enfin voilà, je suis installé tranquillement dans un petit endroit à Goma, j'attends, donc, à partir du moment où ça sort, évidemment, tout le monde sait que j'ai été à Goma, que j'ai sorti ça, et donc là, le téléphone commence à sonner. Et c'est là une personne, un ancien député qui me téléphone de Kinshasa et qui me dit « Ah, tu as sorti ça évidemment le 23 mars. » C'est pour célébrer l'anniversaire, votre anniversaire. En fait, c'était ça la polémique qui est née à Kinshasa. Et sincèrement, même quand il me dit « Vous avez sorti ça le 23 mars », je dis « Oui. » Et alors, le 23 mars? Et alors ça ne fait même pas tilt. Moi, j'ai enfin cette interview que j'attends depuis 5 ans, pour laquelle je suis, donc je vous rappelle, allé en Afrique du Sud, à Lubumbashi, je me retrouve finalement à Goma, et voilà comment ça se passe, et comment il se fait que, de nouveau, mais je vous assure que c'est un pur hasard. On va dire 2-3 mots sur cette interview, mais vous dites que Kabila, vous l'avez quand même rencontré 2 heures à Kashamanta, et puis en Afrique du Sud, vous parlez de 2 heures. Il a été vendu comme quelqu'un qui ne connaissait pas trop le Congo. On dit de lui, j'ai vu beaucoup de ses pourfendeurs dire que c'est quelqu'un qui passait son temps, à un moment donné à Kinshasa, on disait ça, à jouer les Nintendo, etc. L'homme que vous rencontrez, avec qui vous discutez pendant 2 ans, quelle impression il vous donne? Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? Est-ce que c'est quelqu'un d'irrationnel? C'est quelqu'un qui connaît ce pays-là? C'est quelqu'un qui aime le Congo. Et ça, quand je vais arriver à Kashamata, c'est vraiment impressionnant parce que c'est une énorme ferme. Donc, il produit, il est sur son tracteur quand j'arrive. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime son pays. Il y en a beaucoup à Lubumbashi. À Kashamanta, il a Kundelungu, il a plusieurs fermes là-bas. Moi, je ne connais juste Kashamata. Okay. Donc, voilà. Et donc, je l'avais déjà rencontré en 2006-2007, je pense. Et déjà à l'époque, je trouve que c'est quelqu'un qui est posé. Bon, il est très jeune à l'époque. On est tous un peu plus jeunes, évidemment, à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, connaît déjà ses dossiers. C'est déjà l'élément, parce qu'en effet, donc, en 2001, quand on est avec Louis Michel et que sa première rencontre avec Kabila, on est tous là, les journalistes, on se dit, mais quoi, c'est qui? Est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle lingala? Est-ce qu'il connaît le pays? Donc, on se pose tous ces mêmes questions. Puis, on va voir l'homme qui grandit avec la fonction. C'est clair. Et l'homme que je vais rencontrer en Afrique du Sud en 2021, c'est quelqu'un qui est posé, qui aborde à peu près, qu'on parle de toutes les questions, qui connaît le pays, qui connaît les problèmes, qui... C'est pas les nullards qu'on nous a vendus, quelqu'un qui n'a pas de... qui intellectuellement n'a pas des niveaux. Il y a beaucoup de choses qui se sont racontées sur son niveau intellectuel, sur... Non. Et pour la petite histoire, lorsque je vais à Johannesburg, le prof avec lequel il travaille sur sa thèse est quelqu'un qui est connu ici en Belgique par quelques anciens diplomates et qui m'ont dit, écoute, si jamais c'est lui son prof,
il va pas avoir facile parce que c'est pas un rigolo. Donc, c'est quelqu'un qui connaît sa matière, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui sait en fait aussi les erreurs qu'il a commises, il s'en rend compte. Je vais pas en parler parce que c'est tout du off, mais voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie de vivre au Congo aussi, et c'est quelqu'un finalement d'assez attachant. Alors, dans cette interview, il dit beaucoup de choses, mais ce qui retient l'attention, c'est la question de la soudanisation. J'ai vu Mouyaya dire que les Congolais n'avaient pas les droits de répéter ces mots-là, des soudanisations, etc. Est-ce qu'il a raison, Kabila, quand il dit qu'on est en train de se soudaniser, qu'on vit une sorte de soudanisation au Congo? Alors j'avoue c'est une réponse qui m'a vraiment surpris. Je ne m'y attendais pas, clairement. Après, évidemment, on remet les choses dans le contexte, on voit la situation telle qu'elle s'est produite au Soudan, la manière dont des forces armées se sont opposées, comment le pays a implosé, la dérive totale aujourd'hui. On parle d'un non-État au Congo, on a bien pire, évidemment, au Soudan. Et c'est vrai que je dirais que si on laisse continuer, je dirais, cette décongolisation, on risque en fait d'avoir en effet une sorte de partage, mais qui porte pas de nom, qui est une décomposition d'un État qui n'existe déjà plus. Donc on a quelque chose qui est vraiment un appauvrissement total, une explosion, une implosion plutôt d'un pays qui ne se reconstruira quasiment jamais avec des seigneurs de guerre de part et d'autre. Et donc, c'est un risque. Ce qu'on a vécu au Soudan pourrait en effet se produire au Congo. Quelques temps après, Kabila est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. On l'accuse d'être un soutien. Peut-être, il y en a qui disent que c'est même lui-même qui est le patron de l'FCM23. Vous l'avez rencontré à Goma, vous avez parlé avec lui. Est-ce que les États-Unis avaient raison de les sanctionner? Est-ce que Kabila a quelque chose à voir avec l'FCM23? Alors, ce qui est certain, c'est que Kabila est à Goma. Ça, c'est une évidence. Comme il me le dit, c'est le seul endroit où je peux aller au Congo. Je ne vais pas lui en vouloir parce que c'est la chose que je pourrais dire également, c'est que c'est le seul endroit où je pourrais aller au Congo. Vous-même également. Donc voilà. Qu'il ait des liens avec certaines personnes que l'on retrouve à la tête de la FCM 23, c'est indéniable. Je veux dire, on sait très bien quels ont été les liens entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila. C'est pas des inconnus. Joseph Kabila connaît tout le monde dans la région. Est-ce que c'est un des sponsors de la FCM 23? Sincèrement, je ne le crois pas. Qu'il ait de bonnes relations, c'est une évidence. Mais que ce soit lui qui met... Si le terme de sponsorisation, c'est de dire c'est lui qui met l'argent... C'est pas lui le patron de cette affaire. Vous êtes quand même journaliste, vous avez des sources à gauche et à droite, vous faites certainement le recoupement. Est-ce que Kabila n'est pas lui, véritablement, le chef de l'FCM 23? C'est ce qu'il dit depuis plusieurs temps. Il dit que l'FCM 23, c'est Kabila. Et les Américains, avec tout ce qu'ils ont comme renseignement, c'est quand même la première puissance au monde. Vous pensez qu'ils ont fait une erreur, que Kabila n'avait rien à voir? Il n'est pas à la tête de l'FCM 23? Je pense que Kabila n'est pas à la tête de la FCM 23. Et quand on parle des États-Unis aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes avec lesquelles je parle, qui ne sont ni congolais ni américains, mais qui sont des chercheurs, qui ont des relations notamment avec les départements d'État américains, ce que l'on constate, c'est que sur pas mal de dossiers, notamment sur le dossier congolais, on a quand même le sentiment que le State Department, les affaires étrangères américaines, sont passées au second rang. En tout cas, c'est ce que l'on me dit. Devant des chercheurs, des chercheuses, me disent aujourd'hui, c'est la Maison-Blanche qui traite directement ce problème. C'est M. Boulos qui traite directement. Donc l'envoyé spécial de M. Trump, pardon. De M. Trump à l'Afrique. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Oui. Donc, je dirais que la connaissance réelle de la situation sur place de ces gens-là, ce n'est pas la connaissance du département d'État. S'il y a des deals qui sont faits et que pour faciliter ces deals, on doit s'asseoir sur l'une ou l'autre réalité ou l'autre vérité, je pense que ça ne doit pas énormément les déranger. Parce que Trump dépossède un peu d'une certaine manière le secrétariat d'État de l'affaire. Je venais de lire un de vos derniers éditos ici. Vous vous posez la question de savoir
si l'AFC M23 n'évite-t-il pas ces derniers moments au pouvoir? À l'intérieur, vous expliquez qu'aujourd'hui, diplomatiquement, ça devient quand même compliqué. Est-ce que vous pensez que ces mouvements-là vivent ces derniers moments au pouvoir? Moi, j'ai lu vos interrogations et on a l'impression, en vous lisant, que Tshisekedi fait quand même une grande percée diplomatique avec son rapprochement des États-Unis d'Amérique et qu'aujourd'hui, à Goma et à Bukavu, ça commence à devenir quand même difficile pour ces mouvements-là. Est-ce que vous leur donnez encore une vie, disons une longue vie, ces mouvements de l'AFC M23? Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en effet, ils se sont retirés. C'était à partir de là, puisque donc, on avait vu qu'ils s'étaient retirés d'Uvira en janvier, et puis ils avaient gardé quand même des positions... Sangué notamment. Voilà, notamment. Luvungi, des choses comme ça. Et là, on voit de nouveau qu'ils se sont retirés de 40, 50 kilomètres, je ne sais pas, donc ça doit représenter donc les positions qu'ils occupaient avant le 4 décembre, c'est-à-dire avant la fameuse signature de cet accord à Washington entre le Rwanda et le Congo. Et donc ça, on sait que c'est une pression américaine. Et donc la question que je me posais, et c'est une question que j'ai posée également aux gens de l'AFC M23, au cadre de l'AFC M23, je veux dire, aujourd'hui, vous m'expliquez que vous acceptez de vous retirer parce que c'était dans l'accord et parce que c'était peut-être une erreur d'avoir conquis Uvira à ce moment-là. Mais je dis, qu'est-ce qui demain vous empêche de quitter de nouveau, de remonter plus vers Bukavu et puis vers Goma et puis peut-être de disparaître comme ça? Et là, les gens, les cadres de la FCM 23 me disent non. Là, on a reculé jusqu'au maximum de ce que l'on pouvait reculer pour montrer une fois de plus notre bonne volonté. La problématique, c'est que la région de Bukavu, la région de Goma, ce sont pas des États. Hein, on est d'accord, c'est une zone qui est contrôlée. Mais la FCM 23, c'est pas un gouvernement. La FCM 23, c'est un mouvement militaire, c'est un mouvement révolutionnaire, on peut donner tous les termes, tous les adjectifs. Mais ce n'est pas eux qui vont, à long terme, gérer une partie du Congo. On va pas aller vers une balkanisation ou que sais-je. Ça va pas. Ils n'ont pas les moyens pour le faire. En plus, ils n'ont pas nécessairement l'adhésion de tout le public qui est dans cette zone-là non plus. Donc, ça, c'est quand même important. Je le dis dans mon article. Ah ouais, j'ai vu. Donc, parmi les raisons, vous dites qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une grande adhésion. La population, voilà, donc, si vous êtes l'image du Rwanda derrière eux qui colle un peu à ces mouvements fait mal au pays. Mais bien sûr, et en ça, je dirais que le travail de M. Mouyaya est absolument, cyniquement, je dirais, remarquable, puisque, évidemment, il distille tout le temps la même chose. Donc, c'est-à-dire, ce sont les Rwandais, ce sont les Rwandais, ce sont les Rwandais. Donc, pour une partie de la population congolaise qui voit ces gens arriver, ce sont toujours des Rwandais. Moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, si vous voulez être crédible en tant que mouvement rebelle, en tant que mouvement révolutionnaire qui conquiert un territoire, bah, il faut que les gens de ce territoire se massent derrière vous, fassent front derrière vous. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. L'AFC n'a pas eu... Alors, écoutez, je ne sais pas, il y a des régions, des quartiers où je suis allé à Goma. Bon, évidemment, je le dis toujours, je passe pas inaperçu quand je vais à Goma, à Bukavu, que sais-je. Je peux pas prétendre. Voilà, je peux pas prétendre que je suis congolais, donc on se doute bien de qui je suis. J'ai pas le brassard d'une ONG, je vais pas mentir aux gens. Je me présente comme journaliste, donc évidemment, je connais pas mal de gens avec lesquels je discute depuis longtemps, bien avant. Donc sur la situation, certains sont plutôt favorables à la FCM 23, et c'est en général plutôt des gens qui ont des petits business, des choses comme ça, me disant la tracasserie, on ne connaît plus aujourd'hui. Donc, si on veut développer un petit business, avant on allait à la maison communale, enfin on allait chercher les documents à l'administration, on savait quand on rentrait, on savait les documents qu'on voulait, on savait ce qu'on aurait dû payer, et puis on savait qu'on risquait de sortir sans les documents en ayant payé 6 fois ou 10 fois le prix, et ainsi de suite. Donc on dit ça, aujourd'hui ça fonctionne bien. Mais la problématique, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours ce problème de banques qui ne sont pas réouvertes, qu'il y a ces problèmes, évidemment, toujours de tensions qui sont là. Aujourd'hui, c'est en plus, vous avez les problèmes de ces drones qui attaquent régulièrement les zones du Massissi et ainsi de suite. Donc, je veux dire, on ne vit pas en paix dans ces régions-là non plus. Donc, déjà, c'est pas un mouvement qui va fédérer naturellement. Et en plus, vous avez quand même pas mal de désordres qui sont encore créés là. Donc, vous avez des Wazalendo qui sont là aussi. Donc, l'instabilité, elle est toujours là dans certaines zones. Et donc, c'est en ça que je dis qu'ils n'ont pas une adhésion totale. On ne voit pas un peuple uni se lever et dire « nous sommes AFC M23 ». Donc, en clair, ils n'ont plus longue vie. Hein. En clair, dans votre regard d'analyste du coin.
Écoutez, Vous ne leur donnez pas un succès du genre Kabila, AFDL, marcher sur Kinshasa, vous ne le voyez pas arriver jusqu'à là, hein? je ne les vois pas aller jusque Kinshasa, mais je ne pense pas non plus que c'est leur objectif, sincèrement. Je peux me tromper, mais je ne pense pas ce que vous dites. L'AFC n'a pas pour objectif d'arriver à Kinshasa? En marchant comme l'AFDL l'a fait. Je veux dire, si jamais ils peuvent faire chuter le gouvernement congolais et arriver à Kinshasa dans d'autres conditions, ils le feront. Mais je les vois mal avec une armée de Kadogo, comme on les a vus dans les années 90, traverser le pays pour descendre jusqu'à Kinshasa. Je ne les vois pas. Moi, je dis que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez une armée, on parle de 40 000 hommes, vous avez des services qui sont mis en place, et vous avez une portion du territoire qui s'est quand même méchamment réduite. Et vous avez ramené tous ces gens sur un territoire réduit. C'est compliqué. Il faut toujours les nourrir, il faut les occuper. Donc, on est aujourd'hui à un moment de vérité. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à à se trouver de nouveaux fronts? Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer, j'ai envie de dire? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, clairement, la stratégie, la pression américaine leur a fait mal. On sait aussi que Kinshasa s'est renforcé militairement, jamais avec l'armée congolaise. Hein. Je veux dire ça, il faut reconnaître quand même que la communauté internationale ferme les yeux d'une manière totale là-dessus, mais qui intervient? Vous avez des Burundais, vous avez des Wazalendo qui sont quand même d'anciens criminels, des anciennes milices criminelles qui faisaient justement les larcins, qui empêchaient la stabilité dans les Kivu et ainsi de suite. Et vous avez des mercenaires qui pilotent des drones. Ça, tout le monde ferme sa bouche là-dessus. On n'entend pas un mot. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Le recours à des mercenaires semble être devenu la norme acceptable au Congo. Pourquoi? Parce que c'est le Congo? Parce que c'est Tshisekedi? Parce que c'est un accord avec Trump? Il n'y a aucune raison. On va bientôt terminer cette émission, Monsieur Leclerc. On ne sait pas aujourd'hui, il faut que l'AFC M23 se réinvente. Entre-temps, il y a quand même un accord entre le Rwanda, les États-Unis d'Amérique et M. Tshisekedi à côté. Vous avez des négociations des Doha entre un gouvernement de Tshisekedi. Est-ce que vous croyez à tous ces processus-là? Est-ce que vous pensez que et les accords de Washington et Doha pourront nous aider à arriver finalement à une signature d'accord qui ramènerait la paix dans cette partie du pays? Le problème de Washington, c'est que c'est un accord entre le Rwanda et le Congo. Et Kinshasa, Kigali, Kinshasa. On ne tient pas compte de la FCM23. C'est toujours très compliqué de parler pour des gens ou d'essayer d'imposer une réalité à des gens qui sont sur le terrain, qui ont conquis Goma, qui ont conquis Bukavu. Donc, ça, c'est toujours très compliqué. Doha, j'avoue que je vois plus très bien où on en est. On a l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises mais qui ne sont pas appliquées. On a les fameuses décisions de décrispation qui étaient la première chose qui avait été mise sur la table, notamment avec la libération de prisonniers dans les deux camps. On voit rien venir du côté de Kinshasa. On a l'impression aujourd'hui, c'est une impression, que Kinshasa, porté par son soutien de la Maison-Blanche, je ne dis pas des États-Unis, de la Maison-Blanche, se sent un peu invulnérable et n'a plus trop envie peut-être de négocier avec la FCM23. Je pense que la solution pour eux, c'est une solution militaire. C'est pas cette impression des puissances et de ne plus être vulnérable qui amène Tshisekedi, par exemple, à parler du changement de la Constitution. Vous les connaissez, vous connaissez le pays. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi va aller jusqu'au bout? Il va changer la Constitution? Je pense qu'en tout cas, quand on voit le parcours depuis 2019 de Félix Tshisekedi, ça va être très difficile pour lui de rendre le pouvoir à quelqu'un. Il a reçu le pouvoir. Tout le monde sait qu'il n'a pas gagné les élections, donc j'insiste sur le terme, il a reçu le pouvoir. Il y a eu un accord qui a été signé entre lui et son prédécesseur. Il s'est assis rapidement sur cet accord. Il n'avait pas la majorité parlementaire. Vous savez comme moi qu'il a soudoyé le Parlement et qu'il a retourné ce Parlement à coups de billets verts. Il s'est assis sur la Cour constitutionnelle. Il a remporté, il a expliqué qu'il avait gagné une seconde élection et il a condamné à mort son prédécesseur. Et vous allez dire à ce monsieur qui a fait tout ça, donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Sachant très bien que ça veut dire quoi, que son successeur, va peut-être retourner tout le pouvoir contre lui, qui que ce soit. Je veux dire, même si c'est s'il devait désigner quelqu'un de sa famille, est-ce qu'il peut avoir confiance suffisamment dans ce quelqu'un? On n'est pas dans un processus démocratique, il n'y a rien de démocratique, il n'y a rien de politique qui est en vue. Donc, je pense sincèrement que ça va être très compliqué pour Félix Tshisekedi de remettre... Donc, il le fera. Pour vous, il changera la Constitution. Il va essayer de changer la Constitution. Et vous donnez une chance à cette coalition des Katumbi, des Bemba, qu'est-ce que j'ai dit? Katumbi,
Fayoulou, Kabound et les autres qui venaient de voir les jours, la fameuse coalition C64. Vous pensez qu'elle peut bouger Tshisekedi, elle peut faire bouger les lignes? Pour être tout à fait honnête, en 2015, lorsqu'on a vu les premières émeutes, lorsqu'on parlait de la volonté de Kabila de s'éterniser au pouvoir, j'étais aussi intimement convaincu que les choses ne bougeraient pas et que Kabila allait rester au pouvoir. Donc je me suis largement trompé. Donc aujourd'hui, spontanément, je dirais que la classe politique congolaise à Kinshasa, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'il doit être à 87-88% de majorité. Au Sénat, c'est peut-être un peu plus de 90%. Ouais. Je me dis, ça me paraît compliqué. Il a tout. Il a la Cour constitutionnelle. Donc, ça me paraît compliqué. Mais de nouveau, je me suis trompé en 2015. Mes doutes aujourd'hui sont réels, parce qu'on a l'impression quand même qu'on resserre le même plat. Je veux dire, pour illustrer l'article sur C64, je suis allé chercher une photo d'il y a 5 ans. Je veux dire, on revoyait déjà Moïse Katumbi, Fayoulou et Sesanga autour d'une table. Donc on a l'impression qu'on reprend les mêmes qui ont échoué en 2023. Et on recommence. Et on recommence. Bon, maintenant, évidemment, le contexte est différent. Le contexte est différent dans la mesure où Tshisekedi arrive au terme de son second mandat. Donc je dis bien second mandat, donc il n'y a pas de troisième mandat. Et ça, la population congolaise le sait aussi. On sait, ce qui va toujours sidérer au Congo, c'est que la population congolaise, en tout cas à Kinshasa, peut-être un peu moins en province, et à Lubumbashi, est peut-être la population la plus politisée que je connaisse. Tout le monde a son avis, tout le monde surréagit par rapport à la politique, et donc je suis incapable de vous dire s'il va y avoir un mouvement ou l'autre qui pourrait contraindre Félix Tshisekedi à accepter de céder le pouvoir ou de ne pas revoir la Constitution. S'il ne revoit pas la Constitution, il doit partir. Il peut glisser 1 an, 2 ans, mais on ne va pas pouvoir glisser éternellement. Et comme je le disais, je pense que ce n'est pas concevable pour lui aujourd'hui de partir, vu ce qu'il a fait à son prédécesseur. Allez, on va boucler la boucle, hein, Hubert Leclerc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes belge? Comment expliquer quand même les largesses dont bénéficie Tshisekedi de la part de la Belgique? On a l'impression que ce pays qui a autant malmené Kabila, qui était à l'une des fronts contre les violations des droits de l'homme, contre les atteintes à la liberté d'expression, la liberté d'opinion contre les journalistes, et aujourd'hui bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tshisekedi a réussi à soudoyer les gens ici en Belgique? Non, ça je peux pas parler de soudoyer. Je pense que ce qui s'est passé quand Kabila s'en va, c'est un énorme ouf de soulagement pour Bruxelles. Parce que pendant les 17 ans de Kabila au pouvoir, Kabila a toujours n'a jamais répondu à la Belgique, a toujours fait la sourde oreille. Certes, il y a eu la visite du roi Albert en 2010 pour les 50 ans du Congo, mais pour le reste, on peut dire que les relations ont toujours été très compliquées et que Kabila avait pas une passion dévorante, on va dire, pour l'Europe de manière générale et pour la Belgique en particulier. Et moi, je me souviens très bien que le premier diplomate que j'ai rencontré peu après que j'ai sorti mon papier sur les diplômes de Tshisekedi, donc peu après que Tshisekedi soit arrivé au pouvoir en 2019, me disait que j'étais trop virulent, qu'il fallait voir que l'homme allait changer, que les choses allaient changer au Congo. Et moi, j'étais très surpris de cette attitude belge en disant, mais écoutez, la Belgique, on connaît Tshisekedi, il a aucun passé, il a aucune expérience, à la rigueur, il ne connaît même pas le Congo. Et la personne me dit, oui, mais lui, quand on l'appelle, il répond. Il prend le téléphone, alors que Kabila ne prenait pas. Alors que Kabila ne prenait pas. Et donc, je me dis, mais quoi? Parce que le gars répond au téléphone, vous lui passez tous ses caprices. Il me dit, non, mais c'est important parce qu'il y a eu 17 ans de frustration. Je veux dire, que ce soit les diplomates, que ce soit à tous les niveaux en Belgique, il y a eu une énorme frustration. Regardez la visite royale de 2022, le roi Philippe, je pense que ça fait très longtemps qu'il avait envie d'aller au Congo. Kabila n'a jamais fait cette invitation, n'a jamais lancé cette invitation. Alors c'était peut-être compliqué, mais quand il y va en 2022, on sort à peine du Covid, la guerre vient d'éclater il n'y a pas très longtemps en Ukraine, on se rapproche déjà des élections de 2023. Donc je veux dire, c'est pas non plus un contexte super favorable pour une visite, mais la Belgique et le roi des Belges a envie d'aller au Congo. Il a envie depuis très longtemps, et Tshisekedi lui déroule le tapis rouge que Kabila n'a jamais fait. Et donc je pense que, je ne mets pas en cause le palais, mais je pense que la Belgique avait envie de tourner la page de Kabila et avait envie et espérait recommencer quelque chose de nouveau. Et que le message de Tshisekedi,
qui présentait la Belgique comme sa deuxième nation, était quelque chose qui séduisait aussi la Belgique. Et ça continue à séduire, hein. C'est comme ça que la Belgique ferme les yeux, ou vous pensez que ça changera, ou... Je pense que ça change. Ça commence à changer. Je pense que ça commence à changer, parce qu'on doit quand même constater qu'il y a des excès, on va être gentil. On voit quand même... On a eu une visite au Congo de notre ministre pour aller dire ça suffit les migrations et compagnie. Mais surtout, on voit qu'il y a énormément de plaintes. On voit qu'il y a énormément d'opposants politiques qui ont obtenu des statuts en Belgique. On voit qu'il y a des journalistes qui ont obtenu des statuts ici en Belgique aussi. On voit qu'il y a des journalistes qui sont agressés. On a eu des dossiers pour la mort de Chérubin Okende, où on a vu que c'était un général belge qui était à la tête d'un des services de renseignement. On voit qu'il y a une plainte qui a été déposée par ceux que j'appelle les miniers katangais pour le vol systématique des richesses du pays. Ces plaintes sont entendues, ces plaintes sont reçues, ces gens reçoivent, des statuts en Belgique. C'est la preuve quand même que la Belgique reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo. Si vous venez et que vous dites « je suis un opposant, j'ai subi des menaces, quoi que ce soit », si tout va bien au pays, on vous dit « non, rentrez chez vous ». Et là, on vous dit, mais non, on va vous accorder un statut. On va vous donner une protection internationale. Donc, ce qui veut dire que la Belgique reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo, qui ne va plus au Congo. Donc, ça, je pense qu'il y a quand même tout doucement, les choses sont en train de changer. On a fermé les yeux sur pas mal de choses. Sur les élections de 2023, c'était un scandale. Je l'ai écrit. La manière dont on a fermé les yeux sur cette élection d'un jour qui dure une semaine, avec des machines à voter, on n'a pas de dépouillement, on n'a rien. Et je passe des événements très étranges qui se sont produits autour de ça. Et la Belgique va être le premier pays à envoyer ses félicitations à Tshisekedi pour son second mandat. Il faut quand même pas oublier que lorsque Tshisekedi gagne, lorsqu'on explique que Tshisekedi a gagné les premières élections en 2019, la Belgique va être un des derniers pays à réagir. Et pour 2023, il est le premier. Pour 2023, il est le premier, et j'ai un ami diplomate qui avait calculé le temps qu'il avait pris. Je pense qu'on a réagi 9 minutes après l'annonce officielle. Donc ça veut dire que le texte était prêt, on était dans les starting blocks pour être certains d'être les premiers à répondre. Or, en 2019, on a été les derniers, et on a simplement pris acte de l'annonce du Conseil de la Cour constitutionnelle. Voilà, pardon. Donc, on n'a jamais pris acte de la victoire de Tshisekedi. On a pris acte de la décision ou de l'annonce de la Cour constitutionnelle. Ce qui était quand même beaucoup plus vrai en 2023, de manière assez surréaliste. On a fermé les yeux, le nez, la bouche, et on a laissé faire. Hubert Leclerc, merci beaucoup. Merci bien. Ça a été un plaisir et un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est pour moi un plaisir. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir qu'on était avec Monsieur Hubert Leclerc, qui est journaliste, une grande signature ici chez Libre Belgique. Ça a été donc un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve dans le prochain jour pour de nouvelles aventures avec d'autres invités. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.